La tradition a commencé quand j'avais 16 ans et que maman s'est cassé le poignet 2 jours avant Thanksgiving. Sarah peut s'en occuper, m'a-t-elle annoncé depuis son fauteuil inclinable. Les analgésiques sur ordonnance la rendaient somnolente. Elle m'aide à cuisiner depuis des années. À éplucher les pommes de terre et à mettre la table. Ça ne voulait pas dire préparer un festin pour 23 membres de ma famille sans prévenir et sans aucune aide. Mais j'y suis parvenue. Je suis restée éveillée jusqu'à 3 heures du matin la veille, à pleurer sur des petits pains brûlés, à servir un repas comestible, sinon élégant. Sarah a fait un travail formidable. Tout le monde m'a félicitée. Tu as tellement de chance d'avoir une fille aussi compétente. Maman rayonnait comme si elle m'avait personnellement formée. Papa a hoché la tête d'un air approbateur. L'année prochaine, on laissera Sarah s'occuper de tout. Elle a clairement un don pour ça. J'étais épuisée, stressée, et j'avais raté toute la fête à cuisiner et à servir frénétiquement. Mais les compliments me faisaient du bien. Être utile me faisait du bien. Être indispensable me donnait de l'amour. C'était il y a 18 ans. Depuis que je suis chef attitré à chaque Thanksgiving pour notre grande réunion de famille, ce qui a commencé comme une aide d'urgence est devenu une exigence permanente. La liste des invités est passée de 23 à plus de 30, à mesure que mes cousins se mariaient et avaient des enfants. Mais mon rôle est resté le même. Préparer seul un festin digne d'un restaurant pendant que tout le monde profitait des fêtes. Le Thanksgiving de Sarah est devenu la marque de fabrique de la famille. Les proches s'extasiaient sur la fameuse farce et la sauce parfaite de Sarah. Ils demandaient des plats spécifiques et des aménagements diététiques. Ils amenaient des amis qui avaient entendu parler de ce repas incroyable. La pression pour maintenir ma réputation augmentait d'année en année. Personne ne proposait jamais son aide. Oh, il faisait des gestes symboliques. Faites-moi signe si vous avez besoin de quoi que ce soit. Mais disparaissaient quand je demandais. Ils entraient dans la cuisine pendant que je travaillais, goûtant les plats et faisant des commentaires inutiles, mais s'éparpillaient quand je leur suggérais de couper des légumes ou de remuer quelque chose. On ne veut pas vous gêner, est devenue l'excuse habituelle. Vous êtes tellement doué, on va tout gâcher. La logistique à elle seule était écrasante. Faire les courses pour 30 personnes impliquait de multiples courses avec des listes soigneusement calculées. Les préparatifs commençaient des jours à l'avance. Préparation des desserts, préparation des accompagnements à conserver, organisation des horaires de cuisson pour optimiser l'espace entre le four et la cuisinière. Le jour de Thanksgiving lui-même fut un marathon de 12 heures de préparation, de timing et de service. Pendant que tout le monde regardait le football, jouait avec les enfants ou se détendait avec un verre de vin, j'étais coincée dans la cuisine. Les conversations, les matchs de football et les moments en famille me manquaient. Je mangeais mon repas debout au comptoir, faisant la vaisselle bien après que tout le monde ait fini. Le pire, c'était les critiques déguisées en suggestions. La dinde était un peu sèche l'année dernière. Pourriez-vous rendre la farce moins salée cette fois-ci? Les petits pains de tante Marie étaient meilleurs, mais les vôtres sont bons. Ils m'ont traité comme une employée de traiteur, et non comme une membre de la famille sacrifiant ses vacances pour leur confort. Vers 25 ans, les exigences physiques étaient écrasantes. Cuisiner pour 30 personnes exige une endurance et une organisation de niveau professionnel. Je m'effondrais dans mon lit le soir de Thanksgiving, épuisée et pleine de ressentiment, alors que tout le monde avait profité de vacances reposantes. Des amis m'invitaient à leur fête de Thanksgiving, mais je devais toujours décliner. Je ne peux pas. Je cuisine pour ma famille. Ils semblaient perplexes. Quelqu'un d'autre ne pourrait-il pas cuisiner ou chacun apporter quelque chose? Je n'avais jamais envisagé ces options, car ma famille m'avait clairement expliqué que Thanksgiving était ma responsabilité. Proposer des changements était accueilli avec horreur. Mais ce ne sera plus pareil. Tu es tellement meilleur que quiconque. C'est une tradition. La tradition qui comptait pour eux, c'était de recevoir un repas parfait sans effort. Ma tradition de travailler pendant qu'ils se détendaient était apparemment sacrée. L'université m'apportait un répit temporaire. J'avais des excuses légitimes pour manquer certains Thanksgiving. Mais même là, des membres de ma famille m'appelaient pour demander des recettes, se plaignant que Thanksgiving n'était plus pareil sans la cuisine de Sarah. La culpabilité était intense. On me donnait l'impression d'abandonner ma famille en poursuivant mes études. Après le diplôme, impossible d'y échapper. J'étais de retour à temps plein pour Thanksgiving. Mais maintenant, avec les attentes supplémentaires, on a tellement appris à l'université. Je suis sûre que ce sera encore plus facile pour toi. Ma carrière n'avait plus d'importance.
Mes relations n'avaient aucune importance. Mon propre désir de profiter des fêtes importait peu. Ce qui comptait, c'était de leur offrir l'expérience parfaite de Thanksgiving à laquelle ils s'étaient habitués. Le point de rupture s'est construit lentement au fil des années. Chaque Thanksgiving devenait plus exigeant, car les membres de ma famille me traitaient moins comme un membre de la famille et davantage comme un chef personnel. Ils faisaient des demandes spéciales, des régimes alimentaires particuliers et des changements de dernière minute, sans se soucier du travail supplémentaire que cela impliquait. Il y a 3 ans, ma cousine est venue avec son nouveau petit ami, extrêmement exigeant en matière de nourriture. Elle m'a tendu une liste de ses aversions et allergies, s'attendant à ce que je m'adapte aux préférences d'un parfait inconnu. Quand je lui ai suggéré d'apporter son propre repas ou de manger ce qu'il pouvait parmi les options proposées, elle a été consternée. « Sarah, ne sois pas difficile. C'est Thanksgiving. Tu ne peux pas simplement t'assurer qu'il y ait quelque chose à manger ?» Il y a 2 ans, la femme de mon frère a décidé de passer au sans gluten et s'est attendue à ce que je prépare des versions différentes de chaque plat. Quand je lui ai expliqué que cela doublerait ma charge de travail, elle m'a accusé de ne pas la soutenir dans son parcours santé. L'année dernière, c'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Papa m'a tendu une liste de 32 personnes 3 jours avant Thanksgiving. J'ai mangé plus que prévu. Certains amènent des amis, m'a-t-il expliqué d'un ton décontracté. Je leur ai dit que ça ne me dérangerait pas. Je restais dans ma cuisine à contempler cette liste, à calculer les courses supplémentaires, le temps de préparation et le stress. Il me faudrait tout refaire, acheter plus de nourriture et trouver un moyen d'accueillir 8 personnes supplémentaires avec le même four et le même planning. Ça me dérange, dis-je doucement. Quoi? Ça me dérange. Je ne peux pas cuisiner pour 32 personnes avec un préavis de 3 jours. Papa avait l'air vraiment perplexe. Sarah, tu as toujours suggéré tout ce qu'on t'a imposé. Qu'est-ce qui a changé maintenant? Ce qui était différent, c'est que j'avais 34 ans et que j'avais passé 18 Thanksgiving à travailler pendant que tout le monde fêtait. Ce qui était différent, c'est que je n'avais jamais passé de vacances reposantes en famille. Ce qui était différent, c'est que j'étais épuisée d'être prise pour acquise. J'ai besoin d'aide, dis-je. De la vraie aide, pas des gens qui restent là à proposer n'importe quoi sans rien apporter. Enfin, tu sais comment c'est. Chacun a ses traditions et ses façons de faire. C'est plus facile si on s'en sort. Plus facile pour qui? Certainement pas pour moi. Ce Thanksgiving a été un désastre. J'étais dépassée, stressée et pleine de ressentiment. La nourriture était bonne, mais j'ai harcelé les gens toute la journée. J'ai pleuré dans le garde-manger pendant que la dinde reposait. J'ai servi le dîner avec les yeux rouges et un sourire forcé, puis je me suis enfermée dans ma chambre. Plusieurs membres de ma famille ont fait des remarques sur mon comportement et ont suggéré que je stressais trop à cuisiner. La solution, selon eux, n'était pas de réduire ma charge de travail, mais de mieux gérer mon stress. En janvier, j'ai commencé une thérapie. J'avais besoin d'aide pour comprendre pourquoi je me sentais si en colère et piégée par quelque chose que j'avais soi-disant choisi de faire. Ma thérapeute m'a posé des questions inquiétantes qui ont révélé des vérités dérangeantes. Aimez-vous cuisiner pour votre famille? Je le faisais il y a des années, quand c'était une aide occasionnelle plutôt qu'une corvée obligatoire. Maintenant, c'était comme une obligation à laquelle je ne pouvais pas échapper. Que se passerait-il si vous refusiez? Ils seraient déçus, en colère et me culpabiliseraient probablement pour que je m'exécute. Thanksgiving serait gâché, et ce serait de ma faute. Et si Thanksgiving était gâché? Que se passerait-il réellement? Chacun devrait composer ses propres menus. Il s'adapterait. La vie continuerait. À quoi voulez-vous que vos Thanksgiving ressemblent? Je voulais profiter de cette fête. Je voulais passer du temps avec ma famille plutôt que de travailler pour elle. Je voulais parfois me sentir comme une invitée dans ma propre vie. Mon thérapeute m'a aidé à comprendre que j'étais prisonnière d'un schéma où je faisais plaisir aux autres, qui avait évolué vers l'exploitation. Ma famille s'était habituée à mon sacrifice et le considérait désormais comme mon rôle naturel plutôt que comme un cadeau généreux. Nous nous entraînons à fixer des limites et à gérer la culpabilité. J'ai appris à faire la différence entre aider sa famille et être exploité par elle. J'ai développé des stratégies pour entretenir mes relations tout en protégeant mes propres besoins. En octobre, j'ai décidé que ce serait mon dernier Thanksgiving en tant que chef cuisinier. Je préparerai un dernier repas, j'annoncerai ma retraite des cuisines et je proposerai des alternatives pour les années à venir. Mais à l'approche de Thanksgiving, la pression habituelle montait. Papa a présenté la liste des invités, 30 personnes cette année,
en partant du principe que je m'occuperais de tout. Maman est intervenue avec des demandes spéciales et des restrictions alimentaires. Des proches sont venus me demander leur plat préféré. L'attente était si absolue, si incontestée, que je me suis retrouvée à retomber dans mes vieux schémas. J'ai commencé à planifier des menus et à faire des listes de courses malgré ma résolution d'abandonner. L'élan de 18 ans était difficile à briser. 3 jours avant Thanksgiving, j'ai eu une révélation au supermarché. J'achetais les ingrédients d'un repas que je ne voulais pas cuisiner pour des gens qui n'apprécieraient pas le travail que cela impliquerait pendant une fête que je devrais savourer au lieu de subir. J'ai abandonné mon chariot et je suis rentrée chez moi. Le soir même, j'ai appelé ma meilleure amie de fac. Tu fais quelque chose pour Thanksgiving? Tu prends l'avion pour Portland pour rendre visite à ma sœur. Pourquoi je peux venir avec toi? Elle était surprise, mais ravie. Bien sûr. Mais qu'en est-il du grand dîner de famille? Tu ne cuisines pas pour une 50aine de personnes? Une 30aine? Et non, je ne cuisine pour personne cette année. Réserver un vol de dernière minute était cher, mais c'était comme acheter ma liberté. J'ai fait mes valises rapidement, j'ai laissé ma cuisine vide et je me suis préparée à la confrontation qui allait inévitablement survenir. Mercredi soir, papa a appelé pour donner les derniers détails. La cuisine commence à 4 heures du matin, c'est ça? Tonton Bob amène sa nouvelle petite amie. Et elle est végétarienne, alors assure-toi qu'il y ait plein de choix pour elle. Oh, et les enfants de ma cousine Jennifer sont tous dans des périodes difficiles, alors peut-être que des pâtes nature seraient une solution de secours. Au fait, papa, je ne cuisinerai pas demain. Longue pause. Comment ça? Enfin, je ne prépare pas le dîner de Thanksgiving. Je pars en voyage. Sarah, ce n'est pas drôle. 30 personnes attendent le dîner. Et puis, 30 personnes doivent trouver d'autres solutions. On ne peut pas abandonner la famille comme ça. C'est Thanksgiving. Je n'abandonne personne. Je fais une pause dans mon rôle de traiteur bénévole. La conversation a vite dégénéré. Papa était en colère, puis paniqué, puis de nouveau furieux. Il alternait entre culpabilité, accusation et s'il te plaît, désespéré. Comment ai-je pu être aussi égoïste? Est-ce que je me fichais de ma famille? Que était-il censé faire maintenant? Je suis restée calme, comme mon thérapeute me l'avait appris. On pouvait commander un traiteur. On pouvait faire un repas à la fortune du pot. Tu pourrais aller au restaurant. Tu pourrais demander à quelqu'un d'autre de recevoir. Partout aux États-Unis, les familles organisent Thanksgiving sans qu'une seule personne fasse tout le travail. Mais tu es tellement doué pour ça. Et tout le monde compte sur toi. Tout le monde compte sur moi pour sacrifier ma fête à leur convenance. Ce n'est pas juste, et j'en ai marre. J'ai raccroché avant qu'il puisse répondre. Mon téléphone s'est immédiatement mis à vibrer, inondé d'appels et de SMS d'autres membres de la famille prévenus de la crise. Je l'ai éteint. Jeudi matin à 3 heures, au lieu de commencer à préparer la dinde, j'étais dans un Uber en direction de l'aéroport. Au lieu de calculer les temps de cuisson et les temps de cuisson au four, j'achetais du café et m'installais à ma place côté fenêtre. Au lieu de sacrifier une autre fête aux attentes des autres, je me faisais enfin passer en premier. La culpabilité était intense pendant le décollage. 18 ans de conditionnement ne disparaissent pas du jour au lendemain. J'imagine le chaos à la maison, lorsque 30 personnes sont arrivées en s'attendant à un festin et ont trouvé la cuisine vide. Une partie de moi voulait faire demi-tour et réparer la situation que j'avais créée. Mais une grande partie de moi se sentait libre pour la première fois depuis des décennies. Portland était magnifique. La sœur d'un ami avait organisé une petite réunion, seulement 8 personnes, où chacun apportait sa contribution. J'avais apporté du vin et aidé au nettoyage. Après, nous avons joué à des jeux de société, fait des promenades et profité de la compagnie des autres au lieu de simplement manger ce que quelqu'un avait préparé. C'était le Thanksgiving le plus relaxant que j'avais passé depuis mes 15 ans. Mon téléphone, lorsque je l'ai finalement rallumé vendredi, contenait 47 messages. Leurs expressions allaient de la colère à la douleur, en passant par le désespoir et la manipulation. L'histoire que j'avais reconstituée était, comme prévu, chaotique. La famille s'était réunie jeudi, attendant leur festin habituel. Lorsqu'ils ont réalisé que je n'étais pas là et qu'aucun repas n'était préparé, la panique s'est installée. Certains sont partis chercher des restaurants. La plupart étaient fermés. D'autres ont pillé le garde-manger de mes parents pour trouver ce qu'ils pouvaient trouver. Quelques membres de ma famille sont allés à l'épicerie acheter des plats préparés.
Ils se sont retrouvés avec un repas hétéroclite composé de dinde du commerce, de purée de pommes de terre instantanées, de légumes en conserve et de tartes surgelées. D'après plusieurs messages, ce fut un désastre, le pire Thanksgiving de tous les temps. Plusieurs membres de ma famille m'ont reproché d'avoir gâché les fêtes. D'autres ont été blessés que je sois partie sans prévenir. Certains étaient en colère que j'aie abandonné ma famille à un moment où nous étions censés être ensemble. Mais, enfouis parmi les remords et les accusations, se trouvaient quelques messages qui m'ont redonné espoir. Mon cousin Marc, je n'avais jamais réalisé tout le travail que tu as fourni pour Thanksgiving. Je suis désolée que nous t'ayons pris pour acquis. Ma tante Linda, je comprends pourquoi tu avais besoin d'une pause. Nous aurions dû t'aider davantage au fil des ans. Mon frère, mes parents sont furieux, mais honnêtement, je suis fière de toi pour avoir su te défendre. La réponse la plus révélatrice est venue de ma nièce adolescente. C'était plutôt amusant d'organiser un dîner ensemble, comme une aventure culinaire. Mes oncles Dave a brûlé les rôles et grands-pères n'arrêtaient pas de se plaindre. Au cours des semaines suivantes, la dynamique familiale a lentement changé. Certains membres de la famille sont restés en colère et ont refusé de me parler. Ils ne me pardonnaient pas d'avoir perturbé leur confortable arrangement. Ces gens ne m'avaient apprécié que comme une simple prestataire de service, et sans ce service, ils n'avaient aucune utilité pour moi. D'autres ont commencé à comprendre ce qu'ils attendaient de moi depuis toutes ces années. Ils m'ont contacté pour m'excuser et m'inviter à des réunions plus petites et plus conviviales, où les tâches de cuisine étaient partagées. Mes parents ont mis le plus de temps à céder. Ils étaient gênés par le désastre de Thanksgiving et m'accusaient de les avoir mal vus devant la famille. Il leur a fallu plusieurs conversations honnêtes avant de voir la situation de mon point de vue. On ne t'a jamais demandé de cuisiner pour tout le monde, a protesté maman lors d'un appel téléphonique particulièrement difficile. Tu n'avais pas besoin de demander. Tu t'y attendais et j'ai tenu parole pendant 18 ans. Mais tu semblais apprécier. J'aimais me sentir utile et apprécié. Je n'aimais pas sacrifier chaque Thanksgiving pendant que tout le monde se détendait. Nous ignorions que tu ressentais cela. Le plus dur a été d'accepter qu'ils n'aient pas vraiment pris en compte mon expérience. Dans leur esprit, je remplissais mon rôle naturel de soutien familial. Ils ne se sont jamais demandé si ce rôle était juste ou viable, car cela leur convenait. Finalement, nous avons trouvé un nouvel équilibre. Thanksgiving est devenu un repas partagé où chacun contribuait selon ses capacités. Certains apportaient les entrées, d'autres s'occupaient des accompagnements, quelques-uns des desserts. L'hôte, qui tournait chaque année, fournissait la dinde et coordonnait les repas. Les repas n'étaient pas aussi élaborés ni aussi parfaitement coordonnés que mes productions en solo, mais ils étaient plus agréables car tout le monde participait. Les gens appréciaient davantage la nourriture lorsqu'ils comprenaient le travail que cela impliquait. Les enfants ont appris à aider au lieu de simplement manger. Plus important encore, j'ai pu être un membre de la famille plutôt qu'un simple cuisinier. Je pouvais m'asseoir avec mes proches, regarder un match de football, jouer avec les enfants et profiter pleinement de cette fête que je préparais depuis près de 20 ans. 3 ans plus tard, nos Thanksgiving en famille sont plus petits mais plus chaleureux. Certains membres de la famille ont cessé d'y assister faute d'avoir pu obtenir le repas gratuit idéal. Mais ceux qui sont restés voulaient sincèrement passer du temps ensemble. Nous privilégions davantage les liens que la consommation. Je cuisine toujours, mais comme un contributeur parmi d'autres plutôt que comme seul fournisseur. Je prépare des plats que j'aime préparer et je les déguste encore chauds. Je discute pendant le dîner au lieu de le servir. Je participe à mes propres vacances. Le voyage à Portland est devenu une tradition annuelle. Mon ami et moi alternons entre visites à sa famille et découvertes de nouvelles villes pendant la semaine de Thanksgiving. Cela me rappelle que les fêtes peuvent être synonymes de joie et de découverte plutôt que d'obligation et d'épuisement. Ma famille comprend désormais que ma présence à leur réunion est un choix, et non une évidence. Cela rend les moments passés ensemble plus riches de sens, car ils sont basés sur le plaisir mutuel plutôt que sur un service unilatéral. Avec le recul, j'ai réalisé que ma rébellion de Thanksgiving ne visait pas à abandonner ma famille, mais à la préserver. L'ancien système était intenable et injuste. En refusant de le laisser perdurer, j'ai forcé tout le monde à trouver une meilleure solution. Ceux qui se souciaient vraiment de moi se sont adaptés et se sont excusés. Ceux qui ne valorisaient que mon travail ont révélé leur véritable priorité en coupant contact. Quoi qu'il en soit, j'ai appris qui était ma vraie famille. Aujourd'hui, je suis reconnaissante pour beaucoup de choses à Thanksgiving. Les membres de ma famille qui m'aiment en tant que personne, et non en tant que simple prestataire de service.
La confiance nécessaire pour fixer des limites même dans les moments difficiles. La liberté de profiter des fêtes au lieu de les subir. Et la certitude que se choisir soi-même n'est pas égoïste, mais nécessaire. Parfois, la chose la plus aimante que l'on puisse faire pour sa famille est de refuser de se laisser abuser par elle. Cela oblige chacun à adopter des habitudes plus saines et des relations plus authentiques. Ma cuisine n'est plus une prison et Thanksgiving n'est plus une source d'angoisse. Cela vaut plus que n'importe quel festin parfaitement préparé.